Intersectionnalité, études féministes et masculinité. Un vidéo un brin surréaliste de Guité Hartog et d'Itzel A. Sosa Sanchez, qui propose une réflexion épistémologique à partir de regards académico-poétiques activistes. Pour ce faire, nous utilisons l'idée subversive du monde à l'envers d'Eduardo Galeano, un poète intellectuel d'Uruguay, qui propose dans son école du monde à l'envers de mettre le sens sans dessus-dessous. Et ce, pour mieux questionner les rapports de domination dans la construction des connaissances et rétablir l'équilibre, en appréciant mieux la bête de la domination qui ronge les rapports à la connaissance. Pour exprimer cette nécessaire attitude de renverser les points de vue d'analyse des réalités construites sur un mode de domination, pour établir, ne serait-ce qu'intellectuellement parlant, un regard plus juste des vérités. De son côté, Angela Davis nous dit qu'un processus de la libération de la pensée est indissociable de celui de nos sociétés, qu'il faut construire des connaissances qui nous permettent de construire des sociétés plus justes. Nul besoin d'être une femme ou un homme, analphabète ou lettré, autochtone ou blanc, pauvre ou riche, pour croire qu'il faut lutter pour une société plus juste et inclusive. Renverser le cours de la transmission de la connaissance sur le rapport de domination en permettant à ceux qui sont en bas et qui ont soif de justice d'apporter leur grain de sable dans la grande mer des connaissances construite dans un contexte socio-historique. Un sablier est un instrument qui permet de mesurer un intervalle de temps, qui réfère à une certaine mobilité de la pensée, qui laisse place aux mouvements sociaux dans la ligne du temps, tout en permettant de faire circuler les idées et d'éviter de cimenter les positions dans la construction des identités et des vérités. Pour enrichir notre réflexion sur les rapports de domination, nous avons choisi quelques réflexions de la part de personnes agitées intellectuellement qui, d'une façon ou de l'autre, questionnent le statu quo et appellent à une certaine libération de la pensée. Pour Nelson Mandela, être libre, ce n'est pas seulement se libérer de ses propres chaînes, mais c'est aussi vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Pour Judith Butler, nous ne pouvons pas faire comme si la colonisation n'avait pas eu lieu et comme s'il n'existait pas de représentation raciale. De même, à propos du genre, nous ne pouvons pas ignorer la sédimentation des normes sexuelles. Nous avons besoin de normes pour que le monde fonctionne, mais nous pouvons chercher des normes qui nous conviennent mieux. Selon Flores Magón, quand une femme avance, aucun homme ne recule. Avec le féminisme, c'est toute l'humanité qui avance. Pour Rigoberta Menchú Tum, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Tant qu'il y aura de la pauvreté, du racisme, de la discrimination, difficilement nous pourrons aspirer à vivre en paix. Pour Gandhi, la démocratie devra assurer aux plus faibles les mêmes opportunités qu'aux plus forts. Et nous le savons, l'art n'explique rien, sauf le sens de la vie. Nos sociétés doivent affronter de grands défis pour surmonter les handicaps physiques des infrastructures et les déficiences intellectuelles des têtes qui dirigent nos institutions pour que les droits de la personne deviennent véritablement accessibles à tous. Pour Malala, nous devons changer de vision. Un pays dont la population est éduquée, émancipée, est une véritable puissance, et non pas un pays qui compte beaucoup de soldats et d'armes de guerre. Comme l'explique cette petite fille, pour diminuer la violence, nous avons besoin de grandes oreilles, pour mieux écouter sans juger et mieux comprendre. Michel Doré. S'il est une conviction que je n'arrive plus à taire, c'est que notre façon dualiste de concevoir la sexualité est étriquée, réductrice, désuète. Les catégories de sexe bricolées par nos ancêtres et reprises tant bien que mal par nos contemporains n'arrivent plus à rendre compte de la diversité humaine. Toutes ces apportations sont nécessaires pour avoir une vision moins étroite et rêver plus large. Lorsque nous faisons de la recherche, nous captons un moment de la réalité. La caméra réalise des focus, choisit ses angles, ce qu'elle met en lumière et laisse dans l'ombre. Elle encadre la réalité et laisse par le fait même en dehors du champ d'étude une partie de cette réalité qui devient floue. Bell Hooks nous propose d'aborder le féminisme de la marginalité vers le centre. Le flou dans la construction de la connaissance n'est pas neutre. Ce qu'on éclipse continue d'exister, mais dans l'ombre. L'intersectionnalité nous permet de mieux comprendre les rapports sociaux de domination à partir de l'altérité, de la marginalité et de l'exclusion.
Elle permet de mieux voir les contre-jours. Et que dans ce même système des inégalités, nous vivons tous, où la majorité des humains sont du deuxième sexe et que l'immense majorité vivent dans le tiers-monde. Quand on construit la connaissance, on met toujours un max de chercheurs. On observe la réalité à partir des orifices déjà prévus, encabanés par notre propre discipline et dans notre cage théorique. Le féminisme questionne l'androcentrisme qui considère l'homme comme centre de l'univers et de la connaissance. Alors qu'en parlant en termes de pluralité des hommes, grande partie des études sur les masculinités tendent à s'éloigner idéologiquement de la validation du caractère hégémonique du mâle dominant. Victor Sadler fut un pionnier en questionnant cette sans-raison masculine, colonisatrice et androcentrique qui présume de sa vérité comme ce ne serait pas elle aussi subjective, partielle et intuitive comme celle des groupes de femmes et des nombreux autres peuples. Il ne suffit pas de penser, il faut penser à quelque chose, comme nous rappelle Jules Renard. Alors, pensons l'intersectionnalité, le féminisme et les études sur les masculinités. Derrière chaque grande théorie sur les masculinités, il y a une grande théorie féministe. Les hommes sont le deuxième sexe à se rendre compte du système d'oppression des rapports sociaux de genre. On ne naît pas homme, on le devient. Les genres sont en relation, pas en opposition. Mais ces relations se retrouvent souvent dans des rapports sociaux contaminés d'inégalités, d'injustice et de violence. Pour rester dans les questions d'origine de l'intersectionnalité et de la genèse des questionnements fertiles sur les rapports entre le féminisme et les études sur les masculinités, il reste toujours bon de se rappeler que l'origine de l'intersectionnalité ne provient pas de la côte d'Adam, mais d'un processus de gestation cognitive féministe. Cependant, comme le dit Jaunet et Chauvin, l'homme blanc, riche, hétérosexuel et bien portant n'est pas moins intersectionnel que la femme noire, pauvre, lesbienne et handicapée. Au cœur même du mouvement féministe s'élèvent des voix pour parler de différentes formes d'oppression. On critique son caractère homogénéisant, blanc, postcolonialiste, raciste, individualiste, capitaliste, hétérocentriste, occidentalocentriste et même bourgeois. Les jeunes femmes parlent parfois d'un féminisme de ma-tante, matriarcal et trop académique pour elles. On dénonce souvent un féminisme radical confondu avec des idées anti-hommes. Les études sur les masculinités et l'approche du féminisme intersectionnel partagent cette même vision critique des différents systèmes de domination et de privilège des rapports sociaux de sexe imbriqués dans d'autres formes de pouvoir. Plusieurs ponts sont à construire entre les féministes et les études sur les masculinités. Encore faut-il que ces ponts ne servent pas aux masculinistes pour s'accrocher et écracher les féministes en cas de détresse. Nous le savons, les études féministes font des vagues, sont diverses et provoquent des remous. À l'intérieur du mouvement féministe, il existe plusieurs sources de questionnement qui concernent presque toujours la relation au masculin, au patriarcat et la non prise en compte de la diversité des réalités féminines. Au cœur des autres troubles, mais toujours en mouvement, persiste l'ambiguïté à savoir si les hommes peuvent ou doivent se définir comme féministes. Tant dans les groupes de femmes féministes que dans les groupes qui travaillent la condition masculine, la question du positionnement ne semble pas se faire aisément. Il s'agit d'un rapport à l'altérité dans le processus de la construction identitaire des groupes qui doivent définir leur champ de travail et leurs intérêts. Le fait de cibler ces préoccupations avec une population en particulier ne devrait pas nécessairement impliquer un rapport d'opposition avec d'autres groupes. Il est possible de travailler dans la vie quotidienne uniquement avec des femmes sans être pour ou contre les hommes et vice-versa. En ce sens, les personnes ou les groupes qui se préoccupent pour les conditions masculines n'auraient pas nécessairement à s'étiqueter comme pro- ou anti-féministes. Les études sur les masculinités et féministes ont souvent avantage à se compléter. En voici quelques exemples. Pour mieux vivre et comprendre les paternités. Les féministes, depuis longtemps, questionnent la notion d'instinct maternel pour les femmes, ce qui laisse présager qu'il n'existe pas non plus d'instinct paternel pour les hommes. En ce sens, l'accompagnement à la paternité pour les hommes demande un processus de socialisation. La réappropriation de cette notion féministe
aiderait à mieux comprendre plusieurs aspects des réalités parentales et des difficultés que vivent les hommes dans l'exercice de leur paternité. Pour arrêter la violence faite aux femmes, il importe de comprendre pourquoi certains hommes l'exercent, d'autres non, et d'autres cessent de l'utiliser. Pour chaque homme qui apprend à mieux contrôler sa colère, à prendre soin de lui et des autres et à mieux communiquer, il y a des femmes, des enfants et d'autres hommes autour qui en bénéficient. Pour favoriser la liberté sexuelle sans exploitation. La prostitution ou le travail sexuel, qui déchire tant les féministes entre elles, existe parce qu'il y a une demande masculine. Et cette demande est construite et maintenue par un système socio-culturel qui favorise la double morale et qui rend légitime l'achat de services sexuels de la part des hommes. Faire avancer l'humanité par une certaine féminisation des hommes. On encourage généralement les femmes à être proactives pour se libérer des dictats culturels associés au genre féminin qui peuvent être néfastes comme celui de l'abnégation sexuelle, le culte de la beauté, de l'innocence, de la passivité et d'être un objet sexuel. Allez, allez les filles, libérez-vous! Et à s'approprier de certaines caractéristiques jugées positives qui sont plus associées au monde masculin, comme le développement de la force personnelle, l'autonomie, la recherche de certains pouvoirs, l'indépendance économique et même de s'engager sur le territoire des métiers traditionnellement masculins. Par contre, il existe de nombreuses résistances à encourager les hommes à abandonner certains aspects de la virilité toxique pour eux-mêmes et leur entourage, et encore plus à les encourager à incorporer dans leur socialisation des aspects positifs plus associés à la féminité. Peu ou pas de campagnes encouragent les jeunes hommes à pleurer quand ils ont mal, à devenir des infirmiers, des professeurs au primaire, des aidants naturels ou professionnels, malgré le fait qu'on déplore le peu de ressources masculines pour les garçons et les hommes en détresse. En conclusion, l'intersectionnalité s'avère une perspective pour questionner l'ordre établi, pour rendre inconfortable l'ignorance des différents rapports de domination, pour créer un désordre créatif dans un contexte d'effervescence pour la reconnaissance des exclus, des marginaux et des oubliés.